Venons-en aux 4 ans de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce matin, Nicolas Charbonneau, dans Le Parisien, rappelait que 4 ans de guerre, c'était également ce qu'on avait vécu en 14-18, lors de la Première Guerre mondiale. 4 ans, 14-18. Et là, 2022-2026, Pierre Lellouche, l'ancien ministre et spécialiste des questions internationales, a dressé un bilan de ces 4 ans de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il était sur CNews ce matin. 2 millions de tués et blessés, une horreur. Un pays complètement matraqué, saccagé. Énormément de souffrance, aucune solution en vue sur le plan politique. Les deux parties, les Ukrainiens et les Russes, ne sont pas d'accord ni sur les territoires, ni sur les garanties de sécurité. Et sur le plan militaire, blocage absolu. Les Ukrainiens ne peuvent pas reprendre leur territoire perdu, et les Russes ne peuvent pas reprendre l'Ukraine. Donc la logique voudrait qu'on s'arrête. On rentre dans la 5e année d'une guerre en Centre-Europe, avec 4 puissances nucléaires autour, des gens qui s'invectivent. Cette situation-là me paraît de plus en plus problématique et dangereuse. J'aime pas du tout ce qui se passe. Certaines estimations donnent près de 2 millions de victimes, c'est-à-dire tués, blessés, disparus, Ukraine et Russie confondues. Et comme disait Pierre Lellouche, si je peux me permettre de résumer, Ksenia Fedorova, tout ça pour ça, finalement. Je pense qu'il ne faut pas regarder ça de ce côté, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est cette guerre, c'est pas une guerre massive comme on dit. Par exemple, si on compare la guerre les États-Unis en Irak, il n'y a pas de bombardement massif dans tous les territoires de l'Ukraine. La guerre se passe en général, sauf les frappes tactiques sur le site stratégique, ça se passe dans les 20% des territoires dans les côtés de Donbass. Oui, mais qu'il n'y ait pas de bombardement massif, vous nous le dites, mais il y a quand même des bombardements, il y a quand même des morts, des civils, des gens si vous me laissez un peu aller plus loin. Et donc cette guerre, ça continue aujourd'hui parce qu'il y a un énorme soutien des côtés de l'OTAN, des pays de l'OTAN, des pays de l'Europe. Cette guerre qui a commencé parce que après le Maïdan et la chute du gouvernement élu de l'Ukraine, c'était soutenu et l'armée ukrainienne était armée par les États-Unis et par l'Europe. Donc aujourd'hui, on se trouve dans la 4e année de guerre. Pourquoi ? Parce que les tentatives de paix n'ont jamais été réussites. Par exemple, si on parle des tentatives d'un accord de paix à 2022, juste après le début de la guerre en Istanbul, ce n'est pas réussi parce que c'était Boris Johnson qui est intervenu. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a eu plusieurs tentatives qui étaient en fait n'est pas réussites à cause de cet empêchement. Parce qu'il y a toujours cette idée que l'Ukraine doit continuer à battre et l'Ukraine doit continuer à résister. Mais la vérité des terrains, c'est que la Russie continue à avancer. Et donc peut-être que ça avance pas suffisamment vite, si je comprends bien ce que vous voulez dire. Mais en fait, ça va continuer et à un moment, il y a encore plus de territoires qui sera sous le contrôle russe. Donc la question qu'on peut se poser, pourquoi en fait on résiste cette tentative de paix qui est surtout soutenue par Donald Trump aujourd'hui? Mais la guerre ne continue pas parce qu'on a refusé parce que l'Ukraine a refusé des négociations de paix il y a 2 ans. La guerre continue aussi parce qu'il y a 4 ans, la Russie a envahi le territoire ukrainien. Ça continue parce que l'Ukraine résiste. Oui, parce que Zelensky ne veut pas accepter le perte de Donbass. On peut le comprendre aussi. Non, il se fait grignoter une partie. On peut pas le comprendre. Il se fait grignoter une partie de son territoire, de ses habitants. Le territoire qui, comme vous dites, était grignoté, en fait, pendant 8 ans, a résisté des bombardements de Kiev. Ce sont les peuples de Donbass, ce sont les russophones qui sont résistés à ce pouvoir qui était imposé. Alors vous êtes en train de nous dire que là, la Russie libère ces territoires-là. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la Russie qui les dit. En plus, il y a eu un référendum. Vous savez, il y a eu un référendum. Donbass. Exactement. Il y a eu un référendum et le peuple de Donbass ont choisi, en fait. Il ne veut plus être avec Kiev. Et donc aujourd'hui, quand Zelensky impose cette idée que Donbass que l'Ukraine doit garder Donbass, c'est-à-dire que toutes ces années de bombardements et les pertes qui étaient avant 2022, il y a eu plus que 15 000 de morts des civils. On ne parle pas de l'armée. Il doit faire quoi en fait ?
il va juste accepter ça. Donc la Russie va continuer. Je pense que les choses sont un peu plus compliquées, notamment dans ce territoire qui est un peu, qui justement est très proche de, rappelons-le géographiquement, hein, le Donbass qui jouxte la frontière avec la Russie, qui est juste à côté finalement. Mais souvenez-vous comment en fait c'est commencé. C'est commencé parce que Kiev en 2015 commençait à bombarder cette population-là parce qu'il ne voulait plus rester avec l'Ukraine. Il voulait être autonome et indépendante. Là, on parle des 4 ans de guerre à partir de 2022. Sébastien Ligny. Justement, on peut se dire 4 années de guerre et combien d'autres à venir. C'est oui, ça. On peut aussi se poser la question, bien sûr. Parce qu'on peut regarder dans le miroir et nous expliquer pourquoi on en est arrivé là et comment on en est arrivé à une situation où 4 ans plus tard, la situation sur le terrain continue d'avancer et dans la diplomatie beaucoup moins. Mais moi, ce qui m'inquiète, on a l'impression d'être dans une impasse. Exactement, quand je vois l'état des discussions actuelles, quand je vois les positions, que ce soit les positions ukrainiennes, les positions européennes, les positions américaines et les positions russes, je n'ai pas l'impression que ce conflit va s'arrêter à 4 années comme la Première Guerre mondiale, si vous voulez. Alors que vous vous souvenez quand en 2022 on disait ça va être plié en quelques jours, la Russie va arriver et ça va être fait en effet, très peu de on temps. peut C'est dire ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Ce sera une guerre courte. La Russie n'est pas allée aussi vite qu'elle le souhaitait. On peut aussi dire que du côté ukrainien, européen et américain, je pense que beaucoup, au déclenchement de la guerre en 2022, étaient persuadés que le conflit pourrait s'arrêter beaucoup plus rapidement et que la paix pourrait aboutir beaucoup plus rapidement. Et Xenia a raison de rappeler qu'il y a eu des propositions de paix qui ont été faites rapidement après le déclenchement de la guerre et que c'est objectivement plutôt du côté européen et britannique que ça a stoppé ces négociations. Donc en effet, les torts sont partagés. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes dans une impasse. Et on parle de ces 4 années comme si on entrait dans la dernière ligne droite et qu'on ne franchirait jamais le cap des 4 années. Moi, je pense qu'on se trompe. Et je pense qu'au vu de la situation, on fêtera, on commémorera l'année prochaine les 5 années. Et probablement la 6e l'année suivante. Et c'est dramatique. Je vous soumets 2 déclarations. Déjà, Jean-Noël Barrot qui a dit que pour Vladimir Poutine, à propos de ces 4 ans de guerre, c'était un échec cuisant et humiliant. Et Emmanuel Macron, lui, a fait un long tweet, comme on dit, un long message sur X. Il a souligné le triple échec de la Russie en Ukraine sur des plans militaires, économiques, stratégique. Elle a renforcé l'OTAN dont elle voulait éviter l'expansion, soudé les Européens qu'elle voulait affaiblir et mis à nu la fragilité d'un impérialisme d'un autre âge, a-t-il écrit. L'Ukraine est la première ligne de défense de notre continent et l'Europe restera à ses côtés. C'est ce qu'a promis donc le président français. Et il a donc assuré que les livraisons de matériel militaire, la formation se poursuivraient pour que l'Ukraine tienne et pour que la Russie comprenne que le temps ne joue pas pour elle. Que l'Ukraine tienne et la Russie comprenne. En fait, cette guerre, c'est pour faire comprendre quelque chose de la Russie. C'est intéressant la position officielle d'Emmanuel Macron et son équipe. Ils sont en train essayer de nous dire qu'en fait, la Russie est en train de perdre cette guerre. C'est encore un déni où il se trouve, soit en déni, soit en communication volontaire pour faire croire aux Français qu'en fait la Russie n'avance pas. Pour revenir sur le fait que la Russie prend vraiment le temps pour avancer, il faut que vous compreniez une chose. Et moi, je vous dis ça comme quelqu'un qui est aussi une partie des familles ukrainiennes. On est très proche du peuple. Et avancer dans une façon à l'américaine avec bombardement massif, comme je dis, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple qui est un peuple frère. Aujourd'hui, la Russie cherche avoir ses objectifs qui sont quand même bombardés, qui sont quand même dans le froid là. C'est un hiver épouvantable pour les Ukrainiens. Les immeubles sont des frigos. Vous regardez qui est le sujet des AFP, mais il faut que vous regardez un peu les médias en général dans le monde et vous voyez que le bombardement vient de 2 côtés en fait. C'est pas je dis pas l'inverse. Je dis il y a des civils qui sont ciblés par l'Ukraine. Mais bien sûr, et il y a énormément de morts du côté russe aussi. Je l'ai dit, il y a 2 millions en tout. Mais si vous me laissez, permettez-moi aller jusqu'à la fin de mes explications. Donc la Russie continue à avancer dans une façon très tactique. Pourquoi ? Parce qu'il cible pas massivement. C'est pas l'objectif de la Russie de détruire le pays. Les objectifs sont différents. C'est protéger le Donbass, ce qui aujourd'hui, c'est ça c'est le grand point en fait que Zelensky ne veut pas accepter. C'est avoir Ukraine plutôt neutre, pas dans l'OTAN, parce qu'une Ukraine dans l'OTAN, ça pose un problème pour la sécurité de la Russie. L'élargissement de l'OTAN, c'est ça ce qui en fait pose un problème depuis la chute de l'Union soviétique. Et en fait, ce sont les objectifs qui aujourd'hui, vous avez raison, ne sont pas encore à temps. Mais la Russie va continuer. Et la question qu'on doit se poser, jusqu'à où et jusqu'à
combien de morts ukrainiens l'Union européenne va continuer de soutenir cette guerre et encourager Zelensky d'aller plus loin. Il a dit déjà dans son interview récemment qu'il ne pense pas que les élections sont importantes à ce stade-là, qu'il pense que la guerre peut continuer encore 3 ans. Ils sont prêts de continuer, mais jusqu'à quand ? Mais dites-moi si je comprends bien ce que vous nous dites. Ce que vous nous dites, c'est que, en gros, si ce n'était pas les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens sont en gros les frères ou les cousins, en tout cas des Russes, les bombardements pourraient être plus massifs sûr, et que Vladimir Poutine pourrait ne pas retenir les coups. Et là, en gros, ce que vous nous dites, c'est que Vladimir Poutine retient ses coups, si la guerre, c'était pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais avec un pays, je ne sais pas, européen, bien sûr qu'il il y aura une différence, ça sera différent, bien sûr. Et ça serait encore pire, parce qu'il n'y a pas de... Écoutez, moi je ne suis pas une experte militaire, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la raison pourquoi la Russie avance si lentement, c'est pas parce qu'elle est faible ou l'armée ne marche pas, c'est parce que ce sont les avancements tactiques. Aujourd'hui, parce que je pense que le dirigeant russe voit l'Ukraine plutôt comme un pays qui est très proche et un pays avec certains ajustements, comme c'est... Vous savez, c'est dans l'intérêt stratégique de la Russie. C'est comme quand Trump parle, par exemple, de Venezuela ou de Canada ou de Mexique, c'est un peu la même chose. Donc aujourd'hui, l'Ukraine reste, c'est la frontière dans les sphères d'influence. Donc l'Ukraine doit rester neutre pour avoir la sécurité. Et c'est ça, en fait, l'objectif. 4 ans de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, jour pour jour, évidemment, on parle de cette guerre, du bilan de ces 4 années de guerre, et puis on essaie de se projeter. Petit retour en arrière déjà, il y a 1 an, on pensait que la guerre allait peut-être s'arrêter sous l'égide de Donald Trump, qui arrivait au pouvoir et qui avait dit en 48 heures c'est fini, je règle le conflit. Et il avait même convoqué aussi Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. On se souvient de l'humiliation du président ukrainien dans le bureau ovale. Bon. Alors, après une rencontre également aussi avec Vladimir Poutine à Anchorage, impasse totale pour les Américains aussi. Est-ce qu'on peut dire que cette guerre ou cette absence de paix est aussi un échec pour Donald Trump, pour les Américains ? Je ne pense pas que c'est un échec pour les Américains. Je pense que Donald Trump a sous-estimé la volonté de l'Union européenne de continuer cette guerre. Parce qu'aujourd'hui, sans l'aide, l'Ukraine ne peut pas tenir contre la Russie. Il faut pas oublier, il faut comprendre que cette guerre, c'est pas une guerre la Russie contre l'Ukraine, l'Ukraine contre la Russie, c'est la Russie contre l'OTAN. Tous les armements, les renseignements, les instructeurs qui sont venus sur place pour préparer la guerre, et c'est pas commencé en 2022, c'est commencé en 2014. Si vous regardez le New York Times qui a parlé des 14 bases secrètes des CIA en Ukraine avant 2022, vous commencez à comprendre qu'en fait, c'était une préparation pour une guerre, une armée qui était préparée et qui est toujours soutenue. Même aujourd'hui, c'est soutenu par les renseignements occidentaux. Donc, Donald Trump, qui est venu au pouvoir et dire on va arrêter de donner l'argent à l'Ukraine, on va commencer à parler avec la Russie et on va trouver une paix, il était peut-être un peu naïf parce qu'il a sous-estimé, à mon avis, la puissance des deep state, des démocrates néocons, aussi de l'Union européenne. Pourquoi on dit que l'Union européenne compte et a un poids ? Aujourd'hui, l'Union européenne investit toujours combien de milliards encore ils vont investir à l'Ukraine ? Alors, il achète les armements. Vous avez vu que la Hongrie ne voulait pas voter de nouvelles sanctions contre Moscou et qu'elle bloquait l'adoption d'un prêt de 90 milliards d'euros. Pas la Hongrie qui va changer la fin de l'histoire, malheureusement. Mais pour l'instant, il y a encore ce vote et on ne peut pas adopter ce paquet de sanctions. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, qui sont très forts dans les idées qu'il ne faut pas laisser la Russie gagner. Parce qu'une victoire de la Russie, c'est une perte pour l'Union européenne. Donc c'est la perte de l'espace. Il y a une crainte de la part de l'Union européenne, j'ai regardé de la Russie. Aujourd'hui un peu les médias français, ils s'y incluent et ils ont parlé exactement ce que vous dites maintenant, la peur. Et un journaliste a dit c'est bien d'avoir peur de la Russie, comme ça on peut continuer, renforcer notre armée. Mais en fait c'est ça. Vous êtes en train de créer un ennemi de la Russie pour avoir ces objectifs de renforcement. C'est bien d'avoir une armée forte, mais pour quel prix et pour quelles raisons ? Les vraies raisons, c'est ça ce qui compte. L'ancienne présidente géorgienne Salomé Zourabichvili disait ce matin, elle était interviewée, et elle disait que mais l'expansion de la Russie ne s'arrêterait pas
ni à l'Ukraine, ni à la Géorgie. C'est un discours très mainstream, exactement atlantiste et belliciste, on peut dire, parce que ça permet à l'Union européenne de continuer de s'armer. Vous attendez Raphaël Glucksmann, il va vous dire la même chose. Ce sont les gens qui étaient à la base sponsorisés par Soros et par Open Society pour renverser le régime de Russie. Et les objectifs des CIA, c'était toujours en fait... Mais il n'y a pas de menace russe sur les démocraties occidentales? Écoutez, pour moi, il n'y a pas une menace russe pour l'Europe. Mais si l'Europe continuait à se positionner comme un ennemi pour la Russie, éventuellement, ça peut arriver que la Russie va vraiment considérer l'Europe comme un vrai ennemi, un objectif. Aujourd'hui, les objectifs de la Russie, c'est arrêter cette guerre, mais avec les conditions qui sont et étaient toujours à la base au début de 2022, c'est-à-dire la protection des russophones de Donbass, la neutralité de l'Ukraine et une architecture de sécurité qui inclut la Russie. Parce que, comme Emmanuel Macron dit, il faut envoyer les soldats européens sur le sol ukrainien, c'est pas quelque chose qui va amener à une paix durable. C'est exactement ce que la Russie essaie d'éviter, d'avoir les soldats depuis l'OTAN. Vous nous dites en fait, en gros, que si la Russie attaque ou va un peu plus loin, ce sera finalement de notre faute. Pardon ? Si la Russie étend sa menace Non. Mais si, par exemple, aujourd'hui, le renseignement russe a déclaré que le Royaume-Uni et la France cherchent à donner une bombe nucléaire à l'Ukraine. On peut croire ou pas croire à cette déclaration, mais si ça sera le cas, évidemment que le Royaume-Uni et la France seront les objectifs aussi pour la Russie. C'est évident. Sébastien Ligné. Je pense qu'on peut considérer que la Russie représente une menace pour l'Europe d'un point de vue de cybersécurité ou d'ingérence, sans dire que c'est une menace existentielle. C'est quand même deux choses différentes. Et sur le point de vue cybersécurité et ingérence, les premiers adversaires de l'Europe et de la France sur ce terrain-là, ce sont les Américains, parce qu'on pourrait parler de l'ingérence sur le point de vue cyber, sur l'ingérence économique et commerciale des Américains sur le continent européen depuis 40 ans. Donc il y a une différence entre menaces et menaces existentielles. Et rapidement sur Donald Trump, là où je serais un petit peu moins d'accord qu'avec Zenia, c'est que moi je pense que c'est quand même un échec pour Donald Trump, un échec personnel, un échec politique. Je pense qu'il a sous-estimé... En effet, il a sous-estimé la volonté des Européens de continuer le conflit, mais il a sous-estimé aussi le caractère civilisationnel du conflit ukrainien. Et c'est-à-dire qu'il pensait résoudre le conflit russo-ukrainien de la même manière qu'il résout tous les conflits, c'est-à-dire the art of the deal, le business, etc. Sauf que là, c'est pas simplement un conflit militaire ou un conflit de territoire. C'est un conflit civilisationnel qui implique d'autres éléments que simplement le business à la Trumpienne.